Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Bonjour Cynthia Fleury. Bonjour. Vous êtes philosophe et psychanalyste, professeur au Conservatoire national des arts et métiers et titulaire de la chaire Humanité et Santé. Je l'ai dit, on va parler d'une maladie, mais alors pas la maladie dont on parle aujourd'hui quotidiennement, car cette maladie que vous évoquez dans votre nouveau livre, Cynthia Fleury, c'est le ressentiment. Ce livre s'intitule Sigil amer, on va revenir d'ailleurs sur ce titre aux éditions Gallimard. Et cependant, la pandémie que nous traversons, celle que nous connaissons hélas très bien, elle provoque du ressentiment vis-à-vis de l'État, ressentiment vis-à-vis des médecins, ressentiment vis-à-vis d'une norme sanitaire qui peut être jugée trop dure ou au contraire trop clémente. Qu'en pensez-vous, Cynthia Fleury ? Alors, je pense que la notion de ressentiment n'est peut-être pas forcément tout de suite adapté dans la mesure où ce qui vient valider qu'il y a ressentiment par rapport à une colère, par rapport à, je ne sais pas, un sentiment de défiance exacerbé, par rapport à parfois même une haine qui peut monter, ou de l'envie, ou etc., c'est précisément le temps, c'est-à-dire l'inscription dans le ressentiment. Et donc, on va voir, d'abord, on sait hélas que les fractures qui sont celles que l'on ressent aujourd'hui dans la société française ont préexisté largement avant la crise de la Covid. Et maintenant, c'est de savoir qu'est-ce qui va rester au-delà de cette épreuve. Donc, je dirais pas nécessairement du ressentiment, au sens où vraiment on va valider le ressentiment, mais oui, on voit très très bien qu'il y a une défiance immense. Il y a un sentiment de, voire chez certains, pas de trahison, mais de quelque chose où on est de nouveau victime, non seulement victime du sort, mais victime d'un État qui est incompétent, etc., etc. Donc ça, c'est des choses qui sont en partage avec. Mais on ne peut pas encore valider que, j'espère, que... Non, mais alors, par exemple, dans l'actualité, aujourd'hui, il y a les traitements dont bénéficie Donald Trump. On peut se dire que les citoyens lambda n'y ont pas accès. Non, c'est très juste. Alors, c'est très juste que nous avons aujourd'hui des conditions objectives du ressentiment, du renforcement du ressentiment. Surtout, pourquoi ? Parce que vous avez notamment aussi en démocratie, et c'est pour ça que c'est une maladie typique de la démocratie et beaucoup moins d'un État autoritaire, parce que notre rapport à l'égalité est absolument déterminant. Adorno parlait même d'un égalitarisme répressif. Hein, c'est-à-dire qu'en somme, voilà, notre manière de nous ressentir égaux, c'est d'aller vérifier, hein, c'est vraiment le paradigme tocquevillien, d'aller vérifier vraiment dans les tout petits points où nous sommes égaux, différents, etc., etc. Or là, bien évidemment, explosent les inégalités, explose la visibilité des inégalités, et donc, oui, vous avez un sentiment de ressentiment qui est plus fort. Alors, justement, ce que vous faites dans ce livre, vous passez en revue un certain nombre de philosophes. Adorno est l'un de ceux-là qui ont réfléchi sur le ressentiment sur deux plans, parce que Cynthia Fleury, vous êtes à la fois psychanalyste et philosophe. Et vous évoquez le fait que le ressentiment peut toucher un individu. C'est la première partie de votre ouvrage, de la même façon qu'il peut concerner cette fois-ci une société. On a tous un sentiment aujourd'hui de malaise lié à cette actualité qui est particulièrement maussade, Cynthia Fleury. Et il y a, en introduction de votre livre, une phrase que j'ai trouvée particulièrement provocatrice. Vous dites, je vous cite, « Il y a ici une décision, un parti pris, un axiome. Ce principe intangible, cette idée régulatrice, c'est que l'homme peut, que le sujet peut, que le patient peut. » Expliquez-nous ce que ça veut dire. Ça veut dire, parce que c'est vraiment la question, en fait. La question, c'est quelle est la part du sujet, quelle est la part de responsabilité du sujet dans le ressentiment. Parce qu'on voit très bien la part collective. Encore une fois, il y a des conditions objectives de la souffrance. Vous aviez, il n'y a pas si longtemps, un livre qui avait très bien typologisé, entre guillemets, cela, un livre de Algan, Cohen et Foucault, en disant, voilà, il y a un phénomène d'insécurité économique réel, pas un sentiment d'insécurité, il y a une précarisation économique, il y a une insécurité politique, il y a une insécurité culturelle, etc. Qu'il y ait une insécurité psychique, c'est encore une autre étape. Et ce n'est pas nécessairement
la continuité évidente de ça. C'est-à-dire que nous ne sommes pas uniquement déterminés par des conditions objectives qui provoqueraient du ressentiment. Alors, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sujet peut. Alors maintenant, c'est une décision. Pourquoi c'est une décision? Pourquoi c'est un axiome? Parce que je n'en ai pas nécessairement la preuve. C'est-à-dire que dans ma clinique, je vois des êtres qui sont terriblement résistants dans leur autoconservation ressentimiste. Et ils n'arrivent pas à sortir de ça. Et je ne suis pas capable de dire s'ils n'y arrivent pas à cause d'eux ou s'ils n'y arrivent pas parce que, de manière, entre guillemets, chimique, ontologique, ils ne peuvent pas y arriver. Mais Cynthia Fleury, est-ce que vous êtes en train de me dire finalement que, selon cette phrase, je n'ai jamais su d'ailleurs si elle était apocryphe ou pas, de Freud, on n'est jamais victime que de soi-même? C'est-à-dire que finalement, puisque vous dites le patient peut, ça veut dire qu'on aurait tout à fait la faculté en tant qu'individu de s'extraire de cette situation de marasme, mais de vivre bien si on décidait de le faire? Alors, à la différence de Freud qui, effectivement, qui peut éventuellement, je ne sais pas si cette phrase est exactement dite comme ça chez Freud, mais en tout cas, on peut parfois comprendre cela. Non, je dis la même chose et un tout petit peu différent quand même. Je dis que je choisis cet axiome-là. Je choisis ce principe-là et cette fiction régulatrice. Cette fiction, c'est que l'individu peut. Est-ce que l'individu peut réellement? Je n'en sais sincèrement rien. Mais en revanche, je renverse la chose. Posons que nous sommes sûrs que l'individu ne puisse pas. Qu'est-ce que c'est ce projet-là? Qu'est-ce que c'est ce projet qui, tout d'un coup, enlève au sujet la possibilité de faire sujet? Et donc, de fait, il est victime. Il est victime et ce n'est pas à cause de lui-même. Quel est le projet, non seulement en termes d'individuation que nous proposons là, quel est le projet en termes de guérison et quel est le projet en termes de grand projet collectif? Ça s'appelle un destin de soumission collective. Donc, si vous voulez, par l'absurde, donc non seulement par la décision morale, mais également par l'absurde, je suis obligée de défendre le fait que oui, l'individu est responsable. Mais alors, cette épidémie, elle a une conséquence sanitaire immédiate, mais les mesures qui sont prises, on en parlait tout à l'heure aux actualités, Cynthia Fleury, qui consiste à dire, voilà, il n'y aura plus de bars, c'est-à-dire en fait, il n'y a plus de lieu de socialisation, puisque c'est cela qui est visé pour Paris, pour Aix-Marseille. C'est aussi une situation où on fait de moins en moins société. Quand vous dites l'individu peut, mais c'est surtout un individu isolé qui se retrouve dans un cercle extrêmement réduit et qui va devoir composer avec ça. Alors qu'est-ce qu'il peut faire? Non, ça ne veut pas dire nécessairement ça. Et c'est pour ça qu'il est important de bien voir que ce n'est pas parce qu'on vient expliquer des grands invariants psychiques qu'on psychologise l'intégralité de l'histoire. Au contraire, c'est de redonner aussi son sens à l'action politique. Alors prenons le cas effectivement des bars, etc. Il est clair qu'aujourd'hui, c'est terrible, c'est assez terrible que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui a une définition de la santé, c'est-à-dire c'est pas nous qui l'inventons, c'est l'OMS qui pose une définition de la santé. Cette définition est la suivante: la santé n'est pas une absence de maladie, c'est un état global de bien-être physique, psychique, social, point. Et on pourrait nous rajouter environnemental. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on défend la vie humaine, moi je fais un plaidoyer absolu pour la vie humaine, on ne défend pas uniquement la vie biologique, on défend ce que j'ai appelé l'indivisibilité de la vie. Donc nécessairement, quand aujourd'hui vous vous plaignez malgré tout du fait que on vous enlève la possibilité de faire un affectio societatis, vous avez raison, vous êtes dans votre bon droit aussi. Donc, et pas que dans votre bon droit, c'est-à-dire que vous êtes dans l'idée juste aussi de ce qu'est une santé. Donc ça veut dire demain que oui, la collégialité va devoir un petit peu reprendre aussi la main et que, encore une fois, nous sommes un état social de droit. Volontairement, je ne veux plus séparer les deux, un état social de droit, et que oui, nous ne produisons pas le même type de gouvernance d'une épidémie qu'un état autoritaire. Et c'est ça aussi qui fait notre valeur. Mais justement, l'un de vos collègues, Comte-Sponville, a expliqué en substance qu'il préférait finalement mourir du Covid plutôt que de vivre libre en bonne santé dans une dictature. L'arbitrage, il est entre ces deux termes? Alors,
l'arbitrage, espérons qu'il ne sera pas entre ces deux termes. Non, mais du point de vue purement intellectuel. Du point de vue purement intellectuel, il y a des risques qui sont et qui font partie des soins. Et donc ça, c'est extrêmement compliqué puisque la première, c'est contre-intuitif. On se dit que le soin, c'est une absence totale de risque. Et en fait, le soin, c'est une manière holistique d'attraper la santé. Et dans cette santé, il y a un rapport à la vie et nécessairement un rapport au risque. Parce que si vous enlevez ce risque, de fait, vous enlevez toute une partie essentielle qui vient nourrir tout simplement votre esprit, votre âme, tout ce qui fait la valeur de la vie. Et donc, c'est la différence entre une vie humaine et je ne sais pas quoi, c'est que de fait, il y a la vie et ce qu'on appelle la valeur de la vie. Donc, Consponville a raison de poser ça. Après, il y a les histoires de provocation et bien évidemment, il est hors de question, on est tous dans des conceptions de liberté négative au sens où ma liberté ne peut pas porter atteinte à autrui, donc c'est important. Et puis on tente de trouver la juste mesure d'une liberté positive, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on construit à plusieurs. Mais encore une fois, vous ne pouvez pas aujourd'hui ne pas vous étonner que lorsque c'est nos sociétés qui avons produit ça. Nos sociétés ont produit que le grand traducteur de tout, c'est l'argent. C'est l'activité économique, c'est la production économique. Donc à partir du moment où vous empêchez les êtres de produire une activité économique, vous les condamnez tout simplement à la mort sociale, pas la mort biologique, mais la mort sociale. Et donc, c'est assez logique qu'ils refusent de contracter contre eux-mêmes. Je rappelle juste, malgré tout, que la République, l'état de droit, l'état social de droit, ne peut pas imposer aux uns et aux autres de contracter contre eux-mêmes. Cynthia Fleury, est-ce que les jeunes ont le droit, sont fondés d'être amers? Je reprends votre titre, Sigil amer, aux éditions Gallimard. Est-ce qu'ils ont le droit de se dire, on nous vole notre jeunesse, nous on aime être dans les bars, faire la fête, et aujourd'hui, ceci, eh bien, on nous empêche de le faire? Alors, la question c'est de savoir, c'est pas tellement de savoir s'ils ont le droit. Enfin, on peut tous ressentir, voilà. La question c'est de savoir qu'est-ce qui va être le plus régulateur pour transformer cet état de fait. Est-ce que c'est de dire, mon Dieu, j'y ai droit, je suis victime, et je m'installe dans un ressentiment? Ma thèse, c'est que la traduction politique du ressentiment, précisément, ne produit pas une action politique viable. Ou est-ce que j'acte, voilà, il y a une objectivation des conditions désastreuses du moment et je vois comment je vais aller vers la sublimation de cette tentation ressentimiste. Et encore une fois, le choix que je fais, c'est pour ça que je dis que c'est un choix moral et éthique, parce que je n'en ai ni la preuve, c'est pas de l'evidence-based de médecine, j'ai pas fait, non mais puisque on voit aujourd'hui que la charge de la preuve doit passer par la randomisation, etc. De fait, je n'ai pas d'evidence-based d'essayer de pratiquer des recherches au hasard. Voilà, donc je ne l'ai pas, cette preuve. Je ne l'ai pas, donc je pars du principe que c'est du domaine du pari pascalien, que c'est un choix éthique, que c'est une fiction régulatrice, mais c'est celle qui a été constitutive des Lumières. J'ouvre votre livre, Cynthia Fleury, à une époque où on explique que ce qui est important, c'est de protéger les plus fragiles, autrement dit, en l'occurrence les plus âgés, qui sont les plus susceptibles d'avoir des Covid longs ou des Covid extrêmement dangereux pour eux. Et je trouve cette phrase de Nietzsche sur laquelle vous revenez assez longuement, on a toujours à défendre les forts contre les faibles. Qu'est-ce que ça veut dire, Cynthia Fleury? Bon, alors cette phrase, elle a été plus que commentée, effectivement. Elle peut donner lieu en plus à toutes les mauvaises interprétations possibles, puisqu'on a le sentiment que les forts, d'emblée, comme ça, c'est les puissants, c'est les rentiers, c'est ceux qui ont tous les comment dire, les tenants et les aboutissants de la société. C'est bien évidemment pas ça. Chez Nietzsche, et dans le sillage d'Hegel, c'est tout simplement ceux qui assument ce risque qui est le réel de la mort. Et donc, c'est assumer ce risque du réel de la mort, ça peut être une prise de parole, une liberté d'expression, ça peut être un agir politique, ça peut être le fait de résister et de se confronter à sa pulsion ressentimiste et de le dépasser, etc., etc. Et à ce moment-là, c'est cette rectitude d'âme, si on voulait prendre un terme plus antique, qui fait la force d'un esprit. Alors, cette phrase de Nietzsche, je la répète, on a toujours à défendre les forts contre les faibles. Ça, c'est chez Nietzsche. Mais chez Fleury, Cynthia Fleury, est-ce que cette phrase, elle ne veut pas dire, finalement, on devrait défendre Macron contre les gilets jaunes? J'adore.
Alors, je l'avais pas vu comme ça. Non, alors non, pas Parce que le ressentiment, mais vous allez me dire justement ce qu'il en est, il a été imputé à des manifestants en France aux Gilets jaunes. Est-ce que effectivement cette dimension nietzschéenne avec une aristocratie qui peut être mal interprétée, comme on le sait, puisque elle a été souvent utilisée à l'appui du nazisme, est-ce que aujourd'hui ce Nietzsche-là, on peut l'utiliser pour, je ne sais pas moi, justifier des politiques d'État? Je pense pas, mais il est parce que et puis alors en plus je vais pas me retrouver, si vous voulez, dans cette position assez détestable de l'arbitre des inélégances ressentimistes des uns et des autres. Donc, mais ce qui est certain, c'est que à l'intérieur des groupes, bien évidemment, qu'il y a une part ressentimiste et que cette part, et que vous avez des scissions très claires entre ceux qui vont rentrer dans de la réaction et puis ceux qui vont essayer de produire une sublimation de ce sentiment. Donc ça traverse tous les groupes. Et donc la question est de savoir aujourd'hui, non pas qui est qui, mais la question est de savoir vers quelle tentation majoritaire nous allons tendre. Parce qu'en revanche, à un moment donné, il y a un phénomène de convergence possible de tous ces ressentiments qui sont très très éloignés les uns des autres, mais qui en fait vont, et c'est ce que raconte très bien Max Scheler, c'est que... Qui est l'un des philosophes qui a travaillé... Qui est un des philosophes, voilà. Utilisant le mot ressentiment. Voilà, juste avant l'avant-guerre, 1912, donc je me suis dit un siècle plus tard, plus d'un siècle plus tard, on peut aussi reprendre pour voir où est-ce qu'on en est par rapport à cela, et qui raconte que plus on pénètre dans le ressentiment, moins on a la capacité de conscientiser ce ressentiment, donc on rentre dans le déni, et on rentre dans l'incapacité tout en se croyant être capable. Donc c'est absolument terrible ce renversement. C'est pour ça que c'est extraordinairement dur. C'est-à-dire le sentiment, il y a un approfondissement, et en même temps il y a une inaction, une impossibilité de créer un vrai agir politique. Sigil amer, Cynthia Fleury, c'est un beau livre qui élabore à la fois sur le plan individuel et sur le plan collectif ce ressentiment, un ressentiment qui est placé comme étant à l'origine des phénomènes politiques les plus détestables du XXe siècle, le fascisme en particulier. On va en parler dans quelques instants. Vous nous donnerez votre sentiment sur cette politique du ressentiment, Cynthia Fleury. En attendant, il est 8h sur France Culture et je vous souhaite un excellent réveil. 7h, 9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. Et nous sommes en compagnie de la philosophe et psychanalyste Cynthia Fleury qui publie Sigil amer, guérir du ressentiment aux éditions Gallimard. La politique et le ressentiment, Cynthia Fleury, le fait de ne pas se sentir aujourd'hui représenté, d'avoir des candidats dont parlait Frédéric pour ce sondage, alors qui est, comme il le disait, bien éloigné du premier tour de la présidentielle, mais qui peut permettre aussi de mesurer le fait que finalement les Français ne trouvent pas l'incarnation qu'ils veulent, ne trouvent pas les partis qu'ils veulent, d'où l'abstention. Est-ce que c'est cela, par exemple, l'importance du ressentiment aujourd'hui, le ressentiment par rapport à la démocratie, ce système auquel vous avez consacré un autre livre? Il y a plusieurs points, parce que dans le sentiment de ne pas être représenté ou d'être mal représenté, c'est pas nécessaire. Il y a plusieurs points. Il y a ce qu'on a appelé la crise de la représentation, donc au sens de la crise de la représentativité de la représentation, sous-entendu, la représentation est une idée qui me va, mais je ne suis pas content avec ces représentants, et donc il faudrait plus de diversité, plus de parité, plus de je sais pas quoi. En tout cas, mais l'idée même d'être représenté fonctionne encore avec moi. Et puis la crise de la représentation en tant que telle, où vous avez des individus de plus en plus nombreux aujourd'hui qui considèrent qu'ils n'ont pas à être représentés. Et donc qui veulent aller sur un terrain de démocratie plus directe. Bien sûr, une démocratie participative, et tout l'enjeu, bien sûr, la démocratie participative n'est pas la démocratie directe, mais on sent bien que voir sur le terrain de la radicalité de la violence comme seul grand lieu de moteur de l'histoire. Et vous avez très clairement cela, c'est-à-dire alors que le mouvement social, c'est précisément pas la violence.
hein. C'est-à-dire le fait d'aller au conflit dans la démocratie, c'est nécessairement aller au conflit avec un certain type de règles et dans un respect voilà, qui pose que la non-violence fait partie de ces règles. Donc, voilà, donc ça c'est... donc on voit quoi? On voit que pour ne pas renforcer ce sentiment et ce malaise de la représentation, il faut nécessairement travailler à une meilleure représentativité de la représentation et il faut combiner. Il faut combiner parce que la représentation comme nous le faisions il y a 2 siècles et la représentation aujourd'hui, c'est absolument pas possible. Et donc, on le voit, on tente de trouver des combinaisons pour à la fois faire de la démocratie participative, de la démocratie continue, comme dit mon collègue Dominique Rousseau, pour dépasser ce que dit Rosan Vallon quand il parle de souveraineté négative du peuple. Il faut dépasser cette souveraineté négative du peuple, donc il faut positiver cette souveraineté. Ça veut dire on quitte la souveraineté simplement d'empêchement et on rentre dans une souveraineté voilà, de régulation. Alors, on a eu des exemples. Prenons le dernier exemple en date, qui est un exemple très précieux, la Convention citoyenne du climat. Voilà un exemple de démocratie délibérée, collégiale, participative, intéressante. Et vous voyez que le chef de l'État, le jour J des résultats, vient dire... nous allons prendre en compte ces remarques. Attention, hein, il ne dit pas nous allons faire, il a raison, mais nous allons déposer, entre guillemets, et l'Assemblée va prendre ses décisions. Et en fait, aujourd'hui, on voit que pas du tout. On voit que ce qui monte, éventuellement, ce qui montera à l'Assemblée pour un partage et pour une décision politique, en fait, est déjà décanté, sabré. Et c'est ce problème-là, si vous voulez. Bon, mais ça provoque du ressentiment. Ça provoque de la colère. Ça provoque du rejet. Ça provoque de la dénonciation. Tout l'enjeu, c'est que ça ne provoque pas du ressentiment. Parce que si ça provoque du ressentiment demain, oui, on aura un sérieux problème collectif parce que la seule traduction politique du ressentiment, c'est un mouvement, entre guillemets, fascisant. Alors, fascisant au sens générique du terme, parce que c'est tellement immense. On va revenir voilà. Justement là-dessus, mais puisque vous évoquez cette convention citoyenne, Cynthia Fleury, il y a par exemple eu un avis qui était un avis de geler la 5G. Aujourd'hui, les licences de la 5G ont été attribuées aux opérateurs de téléphonie. Donc, le gel est loin. On est plutôt en matière de 5G dans le réchauffement à cet égard, Cynthia Fleury. Quand vous dites que ça provoque de la colère, ça peut provoquer plus que de la colère si aujourd'hui les gens se sentent dépossédés de cette décision. On peut aussi être en désaccord avec cette décision, bien entendu, mais en matière de ressentiment, est-ce que c'est pas ça l'un des moteurs de ce phénomène que vous analysez? Bien sûr, et c'est totalement posé par notamment les auteurs Wilhelm Reich, Hermann Brock, avec les auteurs avec lesquels je reviens, qui ont bien travaillé sur ces psychologies de masse et sur cette théorie collective, entre guillemets, du ressentiment. Oui, vous avez, encore une fois, des conditions objectives du ressentiment. Donc, ces conditions objectives, je l'ai dit, c'est trahir sa parole, par exemple. C'est donc produire de l'insécurité sans cesse culturelle, économique, sociale, enfin, venir renforcer tous ces ferments qui font la stabilité d'un être. Mais malgré tout, ce n'est pas ça qui est responsable intégralement du ressentiment. C'est ça ma thèse. Ma thèse, parce que sinon, le déterminisme est posé et donc nous ne pouvons pas résister. Donc mon enjeu, c'est de vous montrer comment le ressentiment ne peut pas être l'unique moteur de l'histoire collective et comment précisément les individus qui sont conscients de ces inégalités-là ne doivent pas basculer dans le ressentiment, mais doivent basculer dans une action politique de sublimation du ressentiment. Cynthia Fleury, expliquez-nous pourquoi un certain nombre de phénomènes relevant du fascisme, du nazisme sont analysés par
des philosophes que vous citez comme relevant des conséquences du ressentiment. Qu'est-ce qui fait qu'un individu empli de ressentiment va vouloir un pouvoir fort, un pouvoir autoritaire? C'est ça qui est important chez Wilhelm Reich, c'est d'avoir aussi renversé une vision assez classique et illusoire, qui est de dire que, en l'occurrence, le Führer ou tout leader est celui qui fait basculer la foule. Et celui qui va créer le mouvement fascisant. La thèse de Reich, c'est de dire non, le fascisme, avant même d'être un moment historique, est un moment psychique. Et donc, en fait, le moi fasciste, l'expression de Wilhelm Reich, c'est le fascisme en moi, précède la désignation d'un leader fasciste. Et pourquoi arrive ce moi fasciste? C'est ça qui est extraordinairement compliqué. Il y a effectivement tout ce que nous venons de dire là, toutes ces conséquences, toutes ces vérités qu'on peut objectiver, les inégalités, etc. Mais en fait, le moi fasciste, c'est un pas de plus, c'est de la victimisation, c'est un délire inscrit, c'est tout d'un coup le fait de céder à sa pulsion ressentimiste. Et ça, c'est très différent. Et à ce moment-là, vous rentrez dans un phénomène où le délire victimaire, le trouble oppositionnel, etc. Qu'est-ce que c'est un trouble oppositionnel? Un trouble oppositionnel, c'est tout simplement, c'est comme ça que vous avez la définition des pathologies dans le DSM-5, donc le manuel des diagnostics, statistiques des diagnostics, ou le classement des pathologies à l'international. C'est assez drôle de voir comment ce ferment ressentimiste est un tout petit peu dans toutes les grandes pathologies psychotiques à un moment donné. Trouble oppositionnel, c'est comme son nom l'indique, c'est-à-dire que vous n'accédez même plus au sens de votre opposition, ce qui est embêtant. C'est-à-dire qu'on ne sait même plus pourquoi l'on s'oppose, mais l'on s'oppose d'emblée. Donc ce phénomène, si vous voulez, cette crispation-là, fait que vous n'allez pas produire un agir politique, vous allez produire une réaction. Vous allez produire non pas une théorie de l'action, vous allez produire des passages à l'acte. Vous allez considérer que le mouvement social n'a absolument pas sa place, mais que seule la violence est digne de ce nom et pure, puisque dernièrement, c'est aussi des termes qui reviennent sur le débat public. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Cynthia Fleury, parce que vous êtes philosophe et psychanalyste? Est-ce que ça veut dire, par exemple, que le fasciste, celui qui veut un pouvoir fort, vous allez me dire d'ailleurs si aujourd'hui dans le monde les phénomènes qui sont qualifiés traditionnellement de populistes relèvent de ce même phénomène, eh bien en fait c'est la conséquence de maladies mentales, le Non. fait que les individus qui ont aujourd'hui du ressentiment en eux, est-ce qu'ils peuvent être considérés comme des gens à guérir? Alors, à des gens dont il faut prendre soin, oui. Parce que si vous voulez, à partir du moment où on pose comme finalité de la démocratie, non pas la question du bon gouvernement, qui est une question très intéressante et essentielle, mais à partir du moment où on pose que la démocratie, c'est l'état social de droit, c'est la lutte contre le ressentiment démocratique, sous-entendu la lutte contre les conditions objectives de renforcement du ressentiment. Nécessairement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on réoriente les politiques publiques, le rôle des institutions, et qu'on considère que le premier rôle des institutions, c'est pas de gérer des droits, c'est de prendre soin des individus. Et ça, c'est très différent. Ça veut dire à ce moment-là que on met en premier la culture, on met en premier l'éducation, on met en premier la santé. C'est ça. Pourquoi? Parce que c'est la culture, selon la formulation freudienne, c'est la culture qui est une force de sublimation des pulsions ressentimistes. C'est l'éducation qui nous permet d'affronter précisément ce dernier rempart qui est constitutif du sujet et qui est constitutif des démocraties. Donc c'est malgré tout un renversement très clair des politiques publiques. Et c'est d'autant plus important, encore une fois, que nous sommes au XXIe siècle et que, quoi qu'on en dise, nous sommes dans une société des individus. Et que donc le premier viatique de l'histoire, malgré tout, c'est la réalité de comment cet individu produit un juste rapport à lui-même et sous-entendu une individuation. Et cette individuation, elle va être protectrice, encore une fois, de l'état de droit. C'est ce que j'avais essayé de dire dans Les Irremplaçables, hein, c'était pas autre chose. Or, qu'est-ce que nous avons eu dernièrement? Je l'avais posé.
Le premier temps, c'est la dénarcissisation complète dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est en gros, on vous explique que vous êtes remplaçable. Et tout vient vous expliquer que vous êtes remplaçable, le monde du travail, etc. Et donc, vous avez petit à petit un phénomène, ça a été très bien dit par Axel Honneth, la société du mépris, l'invisibilisation, tout ce que... Enfin, vraiment, je suis l'enfant, entre guillemets, je ne sais pas si je suis enfant légitime, mais en tout cas, je suis l'enfant des théories, de la théorie critique. C'est étonnant de voir les choses ainsi, parce que dans le même temps, on n'arrête pas d'insister sur le fait, Cynthia Fleury, que notre société est le siège du narcissisme. Tout à fait. Et c'est ça où, et vous avez tout à fait raison, puisque notre société pratique les deux, et le capitalisme de la visibilité, comme avait dit Henrik en son temps, Nathalie, fonctionne comme ça. C'est-à-dire vous avez un phénomène d'un côté de dénarcissisation, et puis vous avez, puis il faut quand même que la chose tienne, vous avez... Je dis, encore une fois, je ne dis pas qu'il y a un complot, un conspirationniste. J'explique juste qu'il y a un mécanisme qui, pour le coup, fonctionne bien. Donc, dénarcissisation d'un côté par le monde du travail, par quantité par des insécurités économiques, etc. Renarcissisation par le monde de la consommation, par une culture qui est dévoyée en produits culturels, en divertissement, par le fait qu'on vous met, j'avais appelé ça la camisole de jouissance. C'est-à-dire, en gros, qu'est-ce qu'on fait nous tous le soir? On se met devant des séries et puis on gobe, quelque chose qui vient nous calmer et quelque chose qui vient malgré tout nous renarcissiser, le circuit de la récompense, etc., etc. Et donc, mais pas trop. Pas trop, donc c'est totalement addictif. Mais en revanche, on fonctionne avec des produits qui sont de l'obsolescence programmée, etc. Donc sans cesse, cette renarcissisation et dénarcissisation fait que, à la fin, vous avez quoi? Vous avez un individu qui est totalement azimuté, qui est fatigué de lui-même, dirait Ehrenberg, et qui, en même temps, bascule dans cette pulsion ressentimiste. Et donc, tout l'enjeu, c'est au contraire de se ressaisir politiquement des forces de sublimation du ressentiment, mais aussi, puisque premier objet, des forces, personnelles, des forces analytiques. Je ne dis pas psychanalytiques, mais je dis analytiques parce qu'en dernière instance, je fais le parti, je choisis ce parti pris, c'est vrai, de dire si à un moment donné, les conditions objectives ne sont pas au rendez-vous, ce qui est le cas aujourd'hui, il nous faut défendre le fait que oui, nous pouvons. Trump est-il l'enfant du ressentiment? En tout cas, sa désignation est très clairement, oui. Lui-même, je ne sais pas s'il est ressentimiste, je ne suis pas dans son âme, mais en tout cas, le processus qui a produit l'élection de Trump, oui, puisque Trump, très clairement en plus, utilise tous les ferments, tous les marqueurs de réassurance de cette pulsion ressentimiste. C'est-à-dire qu'il s'adresse à ses électeurs en disant « Mais bien sûr, vous êtes victime, donc il faut que, entre guillemets, nous vous protégions. Et moi, je vais vous protéger. Moi, je reconnais que vous êtes dans un sentiment de déclassement et donc je vais aller dans ce sens-là pour... donc, il y a toute cette illusion du personnage fort. » Mais alors, justement, parce que je ne sais pas évidemment ce que pense Trump en vérité, ce que je sais, c'est qu'il passe pour être un homme empli de colère. Il y a un lien entre le ressentiment et la colère, y compris d'ailleurs des colères que l'on a du mal à saisir, parce qu'après tout, cet homme pourrait très bien considérer que la vie lui a apporté déjà un certain nombre de choses. Non, mais c'est très juste. Et c'est là où on voit d'ailleurs que le ressentiment et les conditions objectives du ressentiment ne sont pas au même endroit. Parce que vous pouvez avoir, je ne sais, encore une fois, je ne parle pas de Trump, mais vous pouvez avoir, entre guillemets, objectivement reçu quantité de choses si vous considérez que vous n'avez pas reçu assez et que vous êtes victime d'une injustice, vous allez basculer dans le ressentiment. Et donc, c'est là où il y a une dissociation très très forte entre la part subjective et puis la part objective. Et vous écrivez, Cynthia Fleury, une telle haine envers autrui est tout autant destinée aux institutions, mais aussi à la presse, laquelle est censée orienter l'opinion publique et dès lors
suspectée d'être mensongère. Et vous faites un lien, mais vous allez nous dire comment vous l'élaborez, entre conspirationnisme et ressentiment. Expliquez-nous, Cynthia Fleury. Oui, en fait, si vous voulez, très clairement, il y a des ferments, encore une fois, le conspirationnisme, le complotisme, le populisme, le fascisme sont des choses différentes. Pourtant, elles ont en partage le fait de céder sur la pulsion ressentimiste, d'être construite autour de la pulsion ressentimiste et de considérer qu'il y a des victimes d'un côté et de l'autre côté des bourreaux. Et que donc on va pouvoir rétablir une justice en détruisant ces bourreaux. Voilà. Donc, et le conspirationnisme est une vision tout simplement à l'échelle systémique de cette manière de voir les choses. Éric Zemmour, c'est une figure du ressentiment pour vous, Cynthia Fleury? Là aussi, je ne sais absolument pas ce qu'il y a dans la tête d'Éric Zemmour. Ce qui est certain. Mais vous voyez ce qu'il y a dans ses propos. Alors, ce que je vois en tout cas, ce que je vois aujourd'hui très clairement, de manière globale, sur les réseaux sociaux et dans le débat public, c'est une radicalisation du débat public, une binarisation, et ça, ce réductionnisme-là, il est typique des sociétés ressentimistes. Donc, très clairement, quand nous pratiquons cet usage-là des réseaux et quand nous pratiquons cet usage-là du débat public, nous renforçons la pulsion ressentimiste. Ça, c'est certain. Bon, mais le désespoir de cet homme qui, je parle d'Éric Zemmour, qui, au travers donc de ses différentes remarques sur la société, de ses différentes condamnations, puisqu'il a été condamné pour incitation à la haine raciale, eh bien, est-ce que il n'y a pas aussi une manière de voir les choses qui relève de ce désespoir en dernière instance? Alors, encore une fois, je ne peux absolument pas produire un avis digne de ce nom sur un individu. Encore une fois, pas sur un individu, mais sur son discours. Lorsque vous parlez de personnalité autoritaire, c'est l'expression par exemple utilisée par Adorno, qui considère finalement que le fascisme c'est le stade qui vient lorsque les individus sont remplis de ressentiment et ne parviennent pas à élaborer ce ressentiment en politique. Est-ce que là, il n'y a pas des mécanismes conjoints? Ah mais non, mais quand vous dites sur le discours, je vous ai très clairement dit que aujourd'hui, nous avons vraiment sur les réseaux sociaux et dans le débat public cathodique, puisque c'est, on va dire là, que cette binarisation, cette polarisation se met en scène, et cette désignation des victimes d'un côté, des bourreaux de l'autre, du fameux « eux », du fameux « nous », et d'un appel, bien évidemment, à des relents autoritaristes censés être plus efficaces et qui ne le sont pas. C'est un livre assez noir, Cynthia Fleury, votre ouvrage « Sigil amer » aux éditions Gallimard. Alors, d'un côté, effectivement, vous dites les hommes sont libres. Finalement, nous sommes libres de refuser à la fois ce monde-là, mais aussi à l'échelle individuelle. On est libre de refuser d'être rempli par du ressentiment. Mais d'un autre côté, vous dites que il est aujourd'hui de plus en plus difficile de penser librement, qu'il est de plus en plus difficile de s'extraire de tout cela. Oui. Où est le chemin ? Le chemin, il est double. Il est à la fois dans la reconquête de son pouvoir individuel, ça c'est vrai, en termes analytiques, et donc déjà de s'interroger sur sa propre pulsion ressentimiste et de voir comment on peut la dépasser. Et il y a dans toute une troisième partie quantité d'antidotes pour aller vers ce ressourcement-là personnel. Et puis l'autre grand chemin qui est absolument corollaire, c'est la question de la refonte des politiques publiques, c'est la question, comme je l'ai dit tout à l'heure, de dire la question qui doit nous intéresser collectivement, ce n'est pas simplement celle du bon gouvernement dans un État social de droit, c'est comment nous créons des outils institutionnels et non institutionnels pour endiguer cette pulsion-là. Et donc très clairement, comment nous remettons la culture, l'éducation, la santé, toute l'indivisibilité, entre guillemets, du soin, l'État social devant. Donc voilà, donc non, l'antidote, il est dans véritablement l'engagement politique au sens non pas partisan, mais l'engagement politique au sens de nous allons transformer ce monde. Donc il n'est pas si noir. Et la psychanalyse, parce qu'il faut quand même qu'on termine par le début, c'est-à-dire par le titre. Votre titre, c'est Sigil amer, l'amertume. D'autres formes de mer ?
Oui, le livre, comment dire, joue de son titre stylistique, puisque en gros, il permet une dialectique. Chacun mettra ce qu'il veut, mais non, mais vous, Cynthia Fleury, vous mettrez quoi? Moi, ce que j'y mets, c'est l'amertume, effectivement, la question de la mère, la question de la mère au sens du parent, donc la question de la séparation, qui est absolument déterminante pour constituer un individu, et le problème de la difficulté de cette séparation, et puis bien sûr la mer, le grand ouvert, le grand large. Il y a des pages, ce sont les pages magnifiques de Melville dans Moby Dick, la soif de l'eau qui nous constitue, et c'est ça aussi la sublimation. Il y a l'amertume, Sigi, la mer, guérir du ressentiment, votre ouvrage, Cynthia Fleury. Vous restez avec nous